Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer notre série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner toujours plus largement ces contenus. Dans les vidéos précédentes, on a vu la régression linéaire et la régression logistique. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille d'aller au moins voir les tout savoir sur, car sans la théorie expliquée là-bas, ce sera compliqué pour vous de suivre la vidéo actuelle. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien directement dans la description ou aller sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Dans cette vidéo, on va parler de la régression pénalisée. Ce sont des évolutions de la régression linéaire et logistique pour résoudre certains problèmes liés à ces modèles. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir cela tout au long de cette vidéo. Allez, let's go! On va commencer par parler de la pénalisation de la fonction de coût qui donne le nom à ce type de modèle, les modèles pénalisés. Pour introduire cette notion, je vais vous parler du sur- et du sous-apprentissage. Les sur- et sous-apprentissages sont les principaux problèmes que l'on rencontre en machine learning. Imaginons que l'on souhaite prédire le prix d'une maison en fonction de sa surface. On utilise pour cela un modèle linéaire, alors que le problème ici n'est clairement pas linéaire. Il faudrait une courbe plutôt. L'erreur de prédiction est donc élevée sur le jeu d'entraînement. Lorsque l'on teste le modèle sur le jeu de test, on remarque que le modèle n'est pas adapté non plus pour les prédire. L'erreur de prédiction sur le jeu de test est donc élevée également. C'est un signe clair de sous-entraînement. Le modèle n'arrive ni à avoir de bonnes performances sur le jeu d'entraînement, ni sur le jeu de test. Reprenons le même problème, sauf que cette fois on va utiliser un modèle différent pour prédire nos données. Ici, l'erreur sur le jeu d'entraînement est nulle. À première vue, le modèle a l'air plus intéressant au point de vue de l'erreur. Lorsqu'on ajoute les données de test et que l'on teste les performances sur celles-ci, on remarque que l'erreur est bien plus élevée que sur le jeu d'entraînement. C'est un signe clair de surentraînement. Un modèle qui a de bonnes performances lors de l'entraînement, mais qui n'est pas assez généralisable pour avoir de bonnes performances sur le jeu de test. L'idéal serait cette courbe. L'erreur est faible mais n'est pas nulle sur le jeu d'entraînement, et sur le jeu de test, l'erreur est faible également. C'est ce qu'on appelle un entraînement correct. Le modèle ainsi entraîné aura de bonnes performances sur des jeux de données qu'il n'a jamais vus. Maintenant, voyons les modèles utilisés pour obtenir ces différentes courbes. Sans surprise, le premier modèle utilise une régression linéaire vue dans les vidéos précédentes. On complexifie le modèle en ajoutant le carré de la surface pour avoir plus d'informations et obtenir une courbe. Pour le modèle en surapprentissage, on rajoute la surface avec différentes puissances afin de complexifier bien plus le modèle. Concentrons-nous sur le modèle en surapprentissage. On peut voir que c'est un modèle très complexe avec beaucoup de variables et sa grande complexité lui permet d'obtenir quasiment n'importe quelle fonction. Le but du modèle étant de minimiser l'erreur, le modèle va faire ce qu'on lui demande et créer un modèle avec une erreur de 0 en apprentissage. C'est cela qu'on appelle le surapprentissage. Pour combattre cela, une idée serait d'ajouter certains paramètres dans la fonction de coût. On appelle cela une pénalisation des paramètres. L'objectif est de minimiser la fonction de coût. Donc le but de l'entraînement est maintenant double. Il est à la fois de faire tendre l'erreur du modèle à 0, tout en gardant des valeurs petites pour les paramètres 3 et 4, et ainsi de suite. Cet ajout dans la fonction de coût simplifie le modèle obtenu, qui aura plutôt cette représentation graphique. Bien sûr, on ne va pas nous-mêmes choisir quels paramètres ajouter à la fonction de coût, ni les coefficients associés. On va pouvoir utiliser une implémentation standardisée de ce principe avec la régression lasso. Voici la fonction d'un modèle lasso ou pénalisation L1. On retrouve bien le terme de régularisation en rouge. Le modèle ici pénalisera de la même façon tous les paramètres du modèle. L'idée derrière est la même que précédemment. Un modèle plus simple avec moins de paramètres et moins sujet au surentraînement. Lasso va faire tendre à 0 les paramètres ayant le moins d'utilité pour le modèle. Le terme de pénalisation a un paramètre de régularisation lambda qui est un hyperparamètre choisi par vos soins entre 0 et 1. Il va vous permettre de contrôler à quel point vous voulez pénaliser les paramètres de votre modèle. Si on reprend notre fonction de coût, si lambda est trop petit, cela revient à multiplier votre terme de régularisation par un nombre plus petit que 1, donc à minimiser son impact. Par rapport à notre expression de base, notre terme de régularisation n'apportera pas grande différence. Si par contre la valeur de lambda est trop grande, lors de l'optimisation, il va faire plus attention à réduire les valeurs des paramètres plutôt que de réduire l'erreur de prédiction du modèle. Si on reprend notre modèle de base, l'ajout du terme de régularisation va faire tendre tous les paramètres à 0 et on obtiendra ce modèle, ce qui n'est pas mieux que notre modèle de base.
L'idée est de tester plusieurs valeurs de lambda et de garder celle qui nous donne la meilleure performance sur notre jeu de test. De cette façon, on passe d'un modèle en surapprentissage à un modèle correct en ajoutant le terme de régularisation. La régularisation d'assaut n'est pas le seul modèle ajoutant un terme à la fonction de coût d'un modèle linéaire. Il existe également la régression ridge ou qu'on appelle pénalisation L2. Voici la fonction coût de la régression ridge. On peut voir que le concept est le même. On retrouve notre terme de régularisation et notre paramètre de régularisation pour contrôler l'importance de celle-ci. La différence ici est que l'on ne va pas sommer les valeurs absolues des paramètres, mais plutôt le carré de la valeur de chacun des paramètres. C'est une autre manière de rendre les paramètres positifs avant de les sommer. Mais la différence va avoir un impact sur la fonction de coût, mais également sur l'expression de la dérivée partielle utilisée par le gradient descent. Bref, je vous passe les théories mathématiques pour vous donner seulement l'intuition mathématique qui se cache derrière. Une régression lasso, on l'a dit avant, va faire tendre vers 0 les paramètres qui ont le moins d'utilité dans notre modèle. On se retrouve donc avec seulement une sélection de nos variables ayant un impact sur notre modèle. La régression ridge ne va pas faire tendre les paramètres les plus faibles à 0, mais va rendre les valeurs des paramètres plus homogènes et moins grands. L'objectif est que chaque variable aura un mot à dire sur la prédiction de notre exemple. Et le résultat ne sera pas dicté par une ou deux variables ayant le plus grand coefficient. Avec l'idée qu'un modèle avec des paramètres plus homogènes est moins sujet au surapprentissage. La dernière implémentation que l'on va voir aujourd'hui est l'ElasticNet. Ce modèle va intégrer à la fois une pénalisation L1 et L2 dans sa fonction de coût. L'idée est à la fois de faire converger les variables les moins utiles vers 0, mais en même temps de rendre homogènes les valeurs des variables restantes. Donc on a nos deux termes de régularisation avec chacun leurs paramètres de contrôle. Cette expression de la fonction de coût pourrait très bien marcher, mais le plus souvent, la fonction de coût est proposée sous cette forme. On a toujours le terme de régularisation, on aura seulement un paramètre de régularisation commun aux deux termes. On a un deuxième hyperparamètre alpha ou L1 ratio qui contrôlera le mix entre la régularisation ridge et lasso, selon si l'on veut avoir moins de paramètres à sectionner ou des paramètres plus homogènes. Si on a un alpha à 0, cela supprime la partie lasso de notre expression et on se retrouve avec une régression ridge, pénalisée L2. Si au contraire on a un alpha égal à 1, cela supprime la partie ridge de notre régression et on se retrouve avec une régression lasso. Donc une valeur de 0,5 donne autant de poids à une pénalisation que l'autre. Jusqu'ici, tous nos exemples traitaient de la régression linéaire pénalisée, mais le système est le même pour la régression logistique. Pour la classification, on a les mêmes problèmes de sous- et surapprentissage. Si on essaye de résoudre un problème non linéaire avec une régression linéaire, on tombe à nouveau dans un sous-entraînement. Si le modèle est trop complexe et qu'on fait du cas par cas au lieu de résoudre le problème dans le cadre général, on est dans le surentraînement. Il faut donc trouver un modèle assez complexe pour bien comprendre le problème, mais assez simple pour généraliser sur de nouvelles données. C'est ce qu'on appelle un entraînement correct. On retrouve la régression logistique ridge avec cette fonction de coût. On retrouve la partie minimisation de l'erreur du modèle à laquelle on ajoute le terme de régularisation. Pour lasso, c'est pareil, la partie minimisation de l'erreur et la partie pénalisation L1. Pour ElasticNet, ça reste la même chose, partie minimisation de l'erreur et partie pénalisation. Pour résumer, la régression lasso ou pénalisation L1 va vous permettre de faire tendre les valeurs des coefficients des variables les moins utiles pour votre modèle à 0. C'est intéressant lorsque vous savez que vous avez beaucoup de variables et qu'elles ne sont pas toutes utiles pour votre modèle et que vous voulez seulement garder une partie d'entre elles. Pour la régression ridge ou pénalisation L2, l'objectif sera d'homogénéiser les valeurs des paramètres. C'est intéressant lorsque vous avez des variables que vous savez qu'elles sont toutes plus ou moins intéressantes et que vous voulez qu'elles participent toutes à la prédiction de votre modèle. Le dernier est l'ElasticNet qui utilise à la fois une pénalisation L1 et L2. Les variables les moins utiles auront un paramètre égal à 0 et les paramètres restants auront des valeurs homogènes. C'est utile lorsque vous avez beaucoup de variables et que vous voulez à la fois faire le tri entre variables et aussi faire en sorte que toutes les variables sélectionnées contribuent à la prédiction. C'est tout pour cette vidéo sur la régression pénalisée. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans la vidéo suivante où on va implémenter les modèles de régression pénalisée from scratch avec Python. Allez, à tout de suite.